Nicolas Provomonti, c'est un honneur de vous recevoir. C'est Gabriel Cluzel qui va vous mener à l'interview puisque c'est la première fois que vous écrivez un livre. Vous sortez ce livre et c'est un honneur puisqu'il sort demain et nous avons l'exclusivité de votre entretien aux éditions Fayard, Immigration, mythe et réalité. Donc vous y proposez une radiographie complète et accessible de la réalité de l'immigration en France sous forme de réponse aux principaux mythes, entre guillemets, répandus sur ce sujet, alors ceux que l'on peut entendre dans certains médias et chez les politiques, mais auxquels nos spectateurs se trouvent sans doute aussi confrontés dans leurs conversations privées, personnelles, familiales, amicales. Alors, première question, d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre ? Écoutez, d'abord Gabriel, parce que l'immigration, aussi omniprésente qu'elle soit dans l'esprit public, reste le sujet brûlant, le sujet clivant par excellence dans le débat public. Il me semble que ça tient beaucoup à deux tensions fondamentales. D'abord une tension démocratique. On le sait, les Français n'ont jamais été aussi opposés à l'immigration dans son ampleur et sa nature contemporaine qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a à peu près un sondage par mois sur la question et on a toujours entre 2 tiers et les 3 quarts des sondés qui estiment que les niveaux d'immigration sont trop élevés, d'une part. Et d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, quels que soient les indicateurs qu'on retient. C'est un constat qui est absolument incontestable. Et puis il y a une deuxième tension qui me semble cette fois-ci liée au réflexe d'occultation des faits. Depuis plusieurs décennies maintenant, vous évoquiez les responsables politiques et une partie du commentaire médiatique. Il me semble que ces sphères-là ont cherché à entourer la réalité de l'immigration dans un coton de mythes rassurants, précisément. Il n'y a pas plus d'immigration en France aujourd'hui qu'hier. L'immigration rapporte au pays. L'immigration n'a pas ou quasiment pas d'impact sur la vie quotidienne des Français. Et quand on prend un peu de recul, on se dit qu'il y a finalement peu d'autres sujets dans le débat public. On aura opposé de manière aussi systématique, d'une part, l'expérience concrète, quotidienne, des gens ordinaires sur ces sujets, et d'autre part, une forme de savoir quasiment aristocratique, une expertise officielle, qui semble s'être donnée pour mission presque religieuse, de convaincre les Français qu'ils ne voyaient pas vraiment ce qu'ils voyaient sur ces sujets d'immigration. Et c'est évidemment à rebours de cette approche que s'inscrit mon livre. J'ai essayé de donner à connaître les faits, sans tabou, sur cette question de l'immigration, d'une manière que j'ai voulu aussi claire et accessible que possible, pour que chacun puisse se saisir de ce sujet, qui est évidemment un sujet politique par excellence. Alors, parmi les principaux mythes auxquels vous attaquez dans ce livre se trouve l'idée selon laquelle l'immigration serait aujourd'hui bénéfique pour la France, qu'elle rapporterait au pays. C'est toujours ce mantra, l'immigration est une richesse pour la France. Et ça, c'est une vision qui reste très répandue dans la classe politique et dans une partie du commentaire médiatique. Quels que soient du reste les chiffres que l'on puisse apporter, c'est vrai ou faux ? Écoutez, ça peut être vrai dans certains pays. Il y a effectivement des pays développés à travers le monde dans lesquels les flux migratoires reçus ont un impact positif sur le plan économique et sur le plan budgétaire notamment. Très clairement, ça n'est pas le cas en France. Nos politiques d'immigration génèrent un coût net pour les finances publiques. Il n'y a pas une seule bonne estimation à l'euro près parce qu'évidemment beaucoup de choses dépendent des méthodes. À l'Observatoire de l'immigration, on a pu estimer ce coût net de l'ordre de 40 milliards d'euros par an pour les finances de l'État et de la sécurité sociale. Ça tient d'abord et avant tout à la nature de l'immigration qu'on reçoit en France. Et notamment au fait que nous avons l'une des immigrations les moins au travail, les moins en emploi de toute l'Europe. Vous voyez, vous avez à peine 43% des immigrés extra-européens récents en France qui sont en âge de travailler et qui travaillent vraiment. 43%. C'est 25 points de moins que la population générale. Et évidemment, ça implique des profils d'immigration qui, en moyenne, contribuent moins aux recettes publiques, mais qui consomment plus de dépenses publiques. Et il faut dire aussi que nos politiques d'immigration ont cet impact-là sur beaucoup d'aspects de notre vie collective, de nos dispositifs de solidarité. Sur le logement, bien sûr, les immigrés sont en moyenne 3 fois plus souvent en logement social que les non-immigrés. Sur le système de santé, sur le système éducatif aussi. On a maintenant plus d'un élève de CM1 sur 5 qui ne parle jamais ou quasiment jamais le français à la maison. Donc on voit évidemment toutes les difficultés qui sont induites pour l'enseignement. Et puis ce qui est assez frappant, c'est que plus on descend dans les niveaux de précarité, ou plutôt plus on monte dans l'urgence de la prise en charge, et plus la surreprésentation de l'immigration est forte. Vous avez la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France qui sont des immigrés. Vous avez 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État qui sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Donc ça a évidemment des implications très fortes. Il y a plus de 60% de ces demandes d'hébergement qui ne sont pas satisfaites. Mais au-delà de ces enjeux-là, il y a des enjeux qui sont économiques, budgétaires, qui sont importants. Il est évident que l'immigration n'est pas seulement
un objet ou un sujet économique, c'est aussi un facteur de bouleversement culturel, démographique, dont je traite aussi bien sûr dans le livre. On a maintenant en France plus de 30% des naissances qui sont issus d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Donc c'est une transformation sans précédent du pays qui a des implications totales parce que l'immigration, c'est aujourd'hui un fait social total qui a des impacts sur tous les aspects de la société française. Alors, il y a un point sur lequel vous insistez dans le panorama que vous faites de l'immigration, c'est qu'il y a des immigrations différentes en France, avec des résultats d'intégration qui sont eux-mêmes différents. Mais alors, vous écrivez notamment que l'immigration algérienne se situe, je cite, au cœur du malaise migratoire français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est d'abord le cas parce que factuellement, l'immigration algérienne est celle qui connaît aujourd'hui la population la plus nombreuse en France. On peut estimer qu'il y a une diaspora d'origine algérienne en France sur 3 générations d'un petit peu moins de 3 millions de personnes, dont 900 000 immigrés au sens strict, c'est-à-dire des gens nés algériens en Algérie, dont la moitié sont arrivés depuis l'an 2000, parce qu'on se fait souvent une image de l'immigration algérienne comme la plus ancienne des immigrations extra-européennes, mais c'est aussi un phénomène récent qui se poursuit. Et d'ailleurs, les Algériens restent aujourd'hui la principale nationalité qui bénéficie des titres de séjour valides en France devant les Marocains. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que malgré la rhétorique anti-française des dirigeants d'Alger, qui ne se tarit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, il demeure vraiment une spécialisation française de l'immigration algérienne, puisque la France accorde à elle seule les 2/3 des nouveaux titres de séjour chaque année pour des Algériens dans toute l'Union européenne. Donc il y a une forme de fascination, répulsion, semble-t-il. Il y a aussi tout le continent de l'immigration irrégulière. De toute évidence, les Algériens sont la première nationalité la plus nombreuse parmi les clandestins en France. En tout cas, ils sont les plus nombreux parmi les étrangers interpellés en situation irrégulière, avec d'ailleurs une hausse de 50% l'an dernier. Mais au-delà de ces enjeux quantitatifs, si on parle tant de l'immigration algérienne, c'est aussi en raison de sa nature. C'est-à-dire qu'elle symbolise, non pas à elle seule, parce qu'elle n'a pas le monopole des difficultés d'intégration, mais elle représente des enjeux plus globaux pour l'intégration de l'immigration en France. On évoquait le logement social, on a la moitié des immigrés algériens qui vivent en logement social. Le taux de chômage des immigrés algériens, c'est le double du niveau moyen. On parle beaucoup du lien entre immigration et insécurité. Il y a plus d'Algériens écroués en France que d'étrangers issus de tous les pays de l'Union européenne réunis. Ce nombre d'Algériens écroués qui a d'ailleurs plus que doublé en 10 ans. Et donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Et d'autant plus que, vous le savez, et j'en parle un peu dans le livre, l'immigration algérienne continue de bénéficier d'un régime dérogatoire très favorable, tant à son installation que à sa vie quotidienne sur le territoire français, avec notamment un accès facilité aux prestations sociales. Quand vous êtes un Algérien qui veut percevoir le RSA, vous n'avez pas besoin d'avoir depuis 5 ans un titre de séjour qui permet de travailler. Vous y avez droit très vite en arrivant en France. Et au-delà donc du cas spécifique de l'immigration algérienne, ce que montre cette immigration, c'est que non seulement on ne choisit pas les flux qu'on reçoit, mais en vérité, l'immigration qu'on reçoit a un peu tous les aspects d'une anti-sélection. Et c'est d'autant plus dommage que, on le sait, vous l'avez dit Gabriel, des immigrations différentes produisent des résultats différents, spécialement en matière d'intégration. Alors, il semblerait qu'il soit impossible presque de revenir sur ces règles, s'agissant de l'Algérie, de ce statut dérogatoire, mais ça rejoint la conclusion de votre livre. Vous écrivez « De toutes les réactions que cet ouvrage pourrait susciter chez ses lecteurs, il en est une que je souhaiterais éviter à tout prix ». Le fatalisme. Alors pourtant, vous dressez des constats quand même, on va se mentir, assez alarmants à plus d'un titre. Mais alors pourquoi ne faut-il pas céder au fatalisme selon vous ? Et est-ce qu'on peut ne pas céder au fatalisme ? Il me semble que de plus en plus, puisqu'on se trouve dans la difficulté de convaincre les Français des bénéfices que sont censés leur apporter les actuelles politiques d'immigration, on recourt à une rhétorique qui est une forme de rhétorique du fatalisme, ou plutôt de la naturalisation du phénomène de l'immigration. C'est-à-dire que on est passé de c'est une chance pour la France à c'est compliqué, inévitable. Mais on ne peut rien faire. Absolument. Il y aurait de l'immigration comme il y a de la pluie ou du soleil ou du vent. Et il serait absurde de prétendre que le gouvernement peut faire quoi que ce soit, qu'aucune autorité politique puisse faire quoi que ce soit. Je le disais plus tôt dans notre conversation, moi je suis convaincu de l'inverse. Je pense que l'immigration, c'est le sujet politique par excellence. Et d'ailleurs, on le voit en Europe parce que différentes politiques migratoires produisent différents résultats. Vous voyez, en 10 ans, pendant que le nombre de demandes d'asile en France doublait, il baissait de 90% au Danemark, tout simplement parce que le Danemark a mis en place des politiques dissuasives qui ont été efficaces. Alors évidemment, rien n'est simple sur ce sujet. L'action politique qui devra être entreprise, elle aura forcément 2 temps. Il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite sur l'attractivité sociale et sanitaire de la France.
d'autres volets qui nécessitent une révision constitutionnelle, une révision des traités européens. Ce sont des démarches lourdes, mais qui sont loin d'être impossibles. Il se trouve qu'en France, quand on a une grande question à trancher, on a la présidentielle. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on a des grandes conversations nationales. La présidentielle est dans un an, pas tout à fait jour pour jour, mais presque. Ce sera presque, en avril 2027. Ouais. Et j'ai bon espoir qu'on puisse enfin trancher ce sujet, en discuter pleinement de manière éclairée. La balle sera ensuite dans le camp des électeurs et j'ai l'espoir que ce livre puisse être une contribution à éclairer la décision sur ce sujet qui engage l'avenir de la société française, mais qui engage en fait déjà assez largement son présent. Lorsque vous dites c'est le sujet politique par excellence, qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça touche à la raison d'être même de l'État, c'est-à-dire choisir qui entre et qui se maintient sur le territoire, contrôler des frontières, faire appliquer des lois sur le territoire dont on a la charge. Si l'État renonce à faire ça, en vérité, il renonce à sa légitimité. Il renonce à beaucoup de choses, depuis le consentement à l'impôt jusqu'au monopole de la violence légitime. Et le discours de l'impuissance, qui est très très présent sur l'immigration, il est au cœur de la crise de confiance démocratique qui fait que les gens pensent que les élus n'ont plus de pouvoir sur rien. Alors, il y a l'immigration qu'on peut stopper. Est-ce qu'il y a aussi une partie des gens qui sont installés ici, qui juridiquement, selon les codes de l'État de droit, ont vocation à repartir? Donc, pas l'idée de vous n'avez pas 12 générations d'ancêtres ici, vous repartez, évidemment pas. Mais les gens qui sont ici aujourd'hui, qui juridiquement, par exemple, au-delà des OQTF, est-ce qu'il y a une partie de ces gens qui se sont installés et qui, à terme, ont vocation à retourner chez eux? Je pense que la question se pose. Vous aviez peut-être vu il y a quelques jours que le ministre Nunez avait annoncé des renforts pour traiter les dossiers de titres de séjour dans les préfectures. Effectivement, on renouvelle chaque année près d'1 million de titres de séjour dans nos préfectures, avec des gens qui sont complètement intégrés, d'autres qui sont aussi dans des situations de désintégration économique, de rupture par rapport à la société d'accueil. Un certain nombre de ces étrangers bénéficiaires de titres de séjour n'ont peut-être pas vocation à demeurer éternellement sur le territoire français. Et on voit d'ailleurs que certains pays européens, au-delà de la seule lutte contre l'immigration irrégulière, prennent cette voie-là. La Suède, par exemple, depuis 4 ans, a mis en place une politique d'incitation au retour, y compris pour des étrangers légaux, mais qui étaient par exemple chômeurs de longue durée. Ça coûte un petit peu, l'aide au retour volontaire. Il n'en demeure pas moins qu'en quelques mois ou quelques années, l'investissement est assez vite rentabilisé. Alors, est-ce que Marc et Charlotte ont le temps de vous poser chacun peut-être une petite question ? Non, mais justement, sur la question de l'Union européenne, on a vu des changements de cap, on va dire, dans la manière d'aborder l'immigration, pour l'instant irrégulière, mais peut-être que la question de l'immigration légale se posera un jour. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à changer justement la réalité migratoire en Europe pour vous ? Oui, en tout cas, c'est certain que le mouvement de plaque tectonique qu'on a vu d'abord entre les États européens et maintenant au niveau des institutions européennes, c'est vraiment une révolution sur un certain nombre de sujets. Sur la lutte contre l'immigration irrégulière, en effet, sur l'asile aussi, qui a été le gros sujet migratoire en Europe. En 10 ans, l'Union européenne a accueilli 8 millions de demandeurs d'asile. Donc c'est un peu comme si c'était un nouvel État membre, vous voyez, entièrement composé de demandeurs d'asile. C'était le 15e par la taille de sa population. L'étape suivante visera sans doute à faire bouger les lignes sur certains aspects de l'immigration légale. Parce que notamment au niveau de la Commission européenne, on reste convaincu, par exemple, face au déclin démographique, que l'immigration est le seul palliatif envisageable, alors que ça pose évidemment beaucoup de questions. Non, mais c'est intéressant parce que votre livre démonte point par point les mythes les plus répandus sur l'immigration, mythes et réalité. Chez Fayard, dernière question, Marc Menon. Mais ce qui est quand même totalement aberrant dans tout cela, vous avez des populations qui se retrouvent là en stagnation. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas les renvoyer, éventuellement il y a leur gouvernement qui interdisent le retour, et de l'autre, eh bien, à part à donner quelques petites aides, on ne fait rien pour qu'ils parlent français, on ne fait rien pour qu'ils soient dans l'assimilation. Est-ce qu'il n'y a pas là une folie, quelque chose d'invraisemblable ? Oui, non, mais c'est certain, mais le degré de saturation auquel nous amènent nos politiques d'immigration n'est un cadeau pour personne, et certainement pas un cadeau pour les immigrés qui souhaitent le plus ardemment s'intégrer. Donc c'est évidemment un sujet important. Typiquement, si on touche aux aspects les plus humanitaires, les plus principiels de l'immigration, qui est par exemple le droit d'asile, on a un nombre de bénéficiaires d'asile en France qui a triplé en 10 ans. Il est évident que ça ne permet pas les conditions d'accueil les plus élémentaires, les plus souhaitables pour les étrangers qui pourraient bénéficier de l'asile au regard des critères traditionnels de l'asile à la française, mais qui se sont beaucoup élargis ces dernières années. Les chiffres, les mythes qui sont déconstruits avec ce premier livre que vous sortez, Nicolas Provost-Ponty. Merci de nous avoir réservé l'exclusivité sur toute première interview pour la sortie de ce livre demain 15 avril.